Bonjour, nous sommes des jeunes Marseillaises et Marseillais issus du parcours citoyen de la Ligue 13, de différents séjours éducatifs et unis par d'autres nombreux projets que nous assurons tout au long de l'année. Depuis maintenant un an, nous avons entrepris de créer des podcasts et d'aller à la rencontre de personnalités qui font la vie marseillaise et qui parlent aussi de sujets qui nous sont chers, tels que la lutte contre les discriminations et l'engagement citoyen des jeunes. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Pujol, un journaliste et écrivain français, lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour sa série d'articles Quartier Shit sur les quartiers nord de Marseille et réalisateur de documentaires. Il a récemment sorti un nouveau livre intitulé Cramé qui relate la vie de jeunes Marseillaises et Marseillais des quartiers de la ville et nous sommes ravis de le rencontrer. Pour commencer, nous allons parler de votre parcours journalistique avec Daniel et Jelina. Bonjour Philippe Pujol, je suis Daniel. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours de journaliste ? Alors comment je me suis retrouvé journaliste ? Déjà bonjour à vous tous. J'avais pas prévu d'être journaliste moi. Moi je viens de Saint-Mauron, centre-ville de Marseille, 3e arrondissement, quartier pauvre. Je suis issu de milieu populaire moi aussi. Et donc j'étais dans un quartier pauvre et en plus je suis dyslexique. Donc je n'étais pas programmé pour devenir journaliste ou écrivain. Et j'ai quand même eu la chance d'être dans un environnement où on pouvait faire des études. Et donc, même si c'était pas simple, il n'y avait pas de sous, mais bon, je travaillais en même temps. J'ai réussi à faire des études assez lointaines, hein, assez loin, parce que je suis monté jusqu'à un bac plus 5. Alors, je fais des études en biologie, ce qui ne nous amène pas du tout vers le journalisme. Mais quand j'ai fini mes études, j'étais chômeur. J'étais un chômeur très bien diplômé, mais chômeur. Je trouvais pas de boulot, parce qu'à l'époque, tout ce qui était biologie, environnement, c'était pas encore le sujet, malheureusement, et donc j'avais pas de travail. Je suis devenu informaticien, parce que j'étais dégourdi, donc j'ai vite appris un langage informatique, le COBOL, un langage qui n'existe presque plus aujourd'hui. J'ai détesté ça. J'ai compris ce que c'était que de travailler dans quelque chose qu'on veut pas faire, même bien payé, parce que j'étais bien payé, j'étais ingénieur. Et je me suis débrouillé à me faire virer volontairement. Et une fois que je me suis fait virer, j'ai repris des études de communication scientifique, toujours pas du journalisme. Et dans cette communication scientifique, il y avait un petit module de journalisme de 10 heures sur l'année qui a fait que j'ai fait un stage à la Marseillaise derrière. Donc c'est le plus vieux quotidien marseillais. Hein. C'est le premier journal de PQR à Marseille, pas en nombre, mais en tout cas dans son existence et dans sa qualité. Et une fois que je suis rentré à la Marseillaise en stage, j'en suis pas sorti. Et je me suis retrouvé fait diversier là-bas, donc spécialiste des faits divers. Donc j'ai un parcours un peu... comme souvent les journalistes de ma génération, c'est rarement des gens qui viennent par des études de journalisme. Aujourd'hui, ça a changé, mais qui viennent par des parcours de vie. Bon, moi, j'ai quand même fait des études. Hein. Je suis quand même allé jusqu'à Bac plus 5. J'ai eu plusieurs métiers avant. J'étais agent de sécurité pour financer mes études. J'ai travaillé dans plein de domaines, qui fait que tout ça m'a servi ensuite comme journaliste, parce que j'ai été particulièrement débrouillard, particulièrement au fait de ce qui se passe dans les quartiers populaires, parce que je venais de là. Donc voilà mon parcours que... À la fois, c'est un parcours rare et en même temps, il y a tellement de parcours rares dans ce métier que ça en devient un parcours comme un autre, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas fait un parcours de journaliste. C'est encore un métier aujourd'hui par lequel on peut arriver même sans aucun diplôme. Alors, il vaut mieux en avoir. Moi, je recommande toujours quand même d'aller le plus loin possible. Mais c'est quand même possible. À partir du moment où on a des informations, de la curiosité, une compétence, soit à écrire, soit à filmer, soit à raconter, on peut devenir journaliste même sans diplôme. Bonjour, moi je m'appelle Jelina et ma question ce serait qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le journalisme et quel rôle le journaliste peut-il jouer selon vous dans une ville comme Marseille ? Alors moi ce que j'aime beaucoup dans le journalisme c'est avant tout avoir mes petites aventures, c'est-à-dire côtoyer le terrain, ce qu'on appelle le terrain dans le jargon, c'est-à-dire côtoyer les gens, être présent quand il se passe quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est par ma curiosité, et c'est vivre une vie que je n'aurais pas vécue sinon. Quand je suis avec des dealers, je suis pas content d'être avec des dealers parce que ce sont des dealers, mais je vis quelque chose que normalement, puisque je ne suis pas dealer et que je l'ai jamais été, que je ne devrais pas vivre. Or, je le vis quand même. Quand je fais même des trucs très très négatifs, hein, quand je fais une plongée dans l'extrême droite, j'ai fait un bouquin sur l'extrême droite et que je passe plusieurs mois avec des militants très méchants d'extrême droite, en fait, au fond de moi, j'adore ça. Je suis content d'être avec des méchants. Je suis content d'être avec des gens très durs, d'être avec des gens que normalement on ne peut pas aborder si soit j'aurais été moi-même un facho d'extrême droite, parce que là on parle de vrais fachos, hein, c'est l'œuvre française, c'est des très durs.
soit on le vit pas, quoi. Et moi, je peux vivre ça. J'ai été parmi eux, j'ai fait des actions, j'ai envie de dire. Moi, j'étais pas actif, mais j'étais présent. Et tout ça me plaît beaucoup. C'est le terrain qui me plaît beaucoup. J'ai presque envie de dire, si je pouvais me contenter de le vivre et pas le raconter derrière, ça m'irait. Mais après, maintenant, j'aime bien quand même écrire, raconter, me mettre en place, parce que je pense qu'il faut respecter le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur en fonction de ce qu'on fait, parce que moi je fais tout, du son, de l'image. Pour moi, il n'y a pas de... Je suis pas du tout... je me contrains pas dans ma manière de raconter. Je suis très à l'américaine là-dessus. Les Français, ils sont très... on est écrivain, on est cinéaste, on fait de la radio et on sépare tout ça. Moi, je me fiche complètement de cette séparation et je me fiche de ce qu'on en pense. Moi, je considère que j'ai quelque chose à raconter, je le raconte comme je peux ou comme je veux à un moment donné. Et donc, je prends aussi du plaisir, dans un deuxième temps, à mettre en place une narration, à raconter tout ça, à essayer de faire que ça va être attrayant, que je vais conserver, que je vais faire pleurer, que je vais faire rire. J'essaye tout ça. Et j'utilise toutes les techniques de la fiction dans le journalisme. Ce qui est vraiment une méthode qui s'appelle nouveau journalisme, qui vraiment, les Français le faisaient au début du siècle dernier, dans les années 20. Ça s'est arrêté. Les Français sont mis à faire complètement autre chose. Et après, les Américains ont refait ce type de journalisme, ce que je fais, qui s'appelle le nouveau journalisme. Enfin, les Américains, quand ils font quelque chose, ont toujours l'impression que ce sont les premiers. En fait, la première, c'est une Anglaise qui s'appelait Nellie Bly au 19e siècle. Après, il y a eu les Français, dont Albert Londres. J'ai le prix Albert Londres. Mais ce monsieur-là, Albert Londres, faisait du journalisme narratif. Ça s'est arrêté. Il y a eu Kessel qui en a fait un petit peu pendant la guerre. Puis ça s'est arrêté. Il n'y a plus de journalisme narratif. Et moi, je fais partie de ceux, on est quelques-uns, il y a Aubenas, il y en a quelques-uns, qui reprennent le journalisme narratif. On est très peu nombreux en France à faire ça, c'est-à-dire un mélange de techniques de fiction sur du réel. C'est pour moi ce qu'il y a de plus dur à faire, plus dur que du roman. Le roman, je fais ce que je veux avec mes personnages. Ben moi, je peux pas faire ce que je veux. Moi, quand il est pas mort, je le tue pas. Et quand il lui est rien arrivé, je peux pas lui inventer quelque chose. Donc, je construis mon histoire et ça me plaît en fonction de ce que j'ai comme matière. J'ai plus de contraintes. Maintenant, je passe la main à Mohamed Amin et Sherazade qui vont vous parler du traitement médiatique des quartiers populaires. Bonjour, je m'appelle Mohamed Amin et j'aimerais vous poser une question. Vous avez beaucoup écrit sur la manière dont les médias parlent des quartiers de Marseille. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce traitement est, selon vous, souvent problématique ? Déjà, il y a l'appellation quartier nord. Moi, je ne crois pas au quartier nord. Parce que, moi qui viens, je vous l'ai dit, je ne viens pas des quartiers nord, je viens de Saint-Mauron, quartier centre-ville. Et c'est plus pauvre que les quartiers nord. Et il y a plus de problèmes que dans les quartiers nord. Si je prends Belzins, ce n'est pas les quartiers nord, c'est le plein centre-ville. Côté pauvreté, ils sont servis. Noailles. Et maintenant, je prends le sud, la Cayolle, Benza, la Soude. Si je prends dans les quartiers un peu plus à l'est, il va y avoir Herbel. Enfin bref, énormément de quartiers nord qui ne sont pas dans le nord. Donc moi, déjà, je n'ai pas cette appellation quartier nord, qui est une appellation un peu simpliste, et que j'appelle simplement, moi, quartier populaire. Parce que quartier populaire, ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif. Parce que quand on dit quartier de la relégation, c'est dur. Ça veut dire, dès le début, vous êtes relégués, les gars. Vous êtes des dégains. Quand on dit quartier sensible, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu es sensible de quoi ? Ça veut dire qu'à tout moment tout peut péter, c'est pas vraiment le cas non plus. Donc je pense que la solution pour moi, c'est quartier populaire, qui est le moins faux, le moins éloigné de la réalité. Ce qui veut dire que toujours pareil, je viens de là, j'ai toujours côtoyé ces quartiers-là. C'est pas depuis que je suis journaliste, je n'ai jamais cessé de côtoyer ces quartiers-là. Moi, j'ai eu un transfuse de classe. Je suis devenu maintenant un notable, pas un bourgeois, mais un notable. Mais je n'ai jamais lâché mes origines populaires, y compris dans mon langage. Parce que je continue à m'exprimer avec un langage populaire et un langage parlé, volontairement. Je pourrais très bien adopter un langage soutenu, je ne le fais pas, y compris quand je suis à la télé. Je fais exprès de maintenir ce langage-là. Par contre, je considère que les milieux populaires, c'est pas non plus des débiles. Et que, justement, il faut un petit peu s'exprimer le mieux possible. Justement, arrêtons de laisser penser que parce qu'on vient d'un milieu populaire, on s'exprime moins bien, on dit toujours les mêmes mots, on fait je suis choqué en permanence. Oui, quand on parle entre copains, oui. On parle copain, on peut être choqué, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle à la radio, non, on se met à parler autrement. Il faut le montrer. Il faut pas toujours jouer les petits comme ça. Donc pour moi, les stigmates qu'on a sur les quartiers populaires, c'est les quartiers populaires d'abord eux-mêmes qui se les mettent dessus. C'est-à-dire que c'est
cette manière de s'auto-caricaturer qui est le premier problème. Ensuite, il y a une forme de racisme quand même, puisque les quartiers populaires, en tout temps, ont été représentés par l'immigration du moment. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait très peu d'Africains, très peu de Noirs, quelques Comoriens, mais assez peu. Il y avait déjà pas mal de Maghrébins, et il y avait encore des Arméniens, des Italiens, des Espagnols, au gré et puis moi, d'origine corse. Et au gré de l'intégration des gens, les Italiens, aujourd'hui, sont de moins en moins dans les quartiers populaires, les Arméniens en sont quasiment totalement sortis, et les Comoriens sont arrivés, tout simplement parce qu'il fallait fuir les Comores pour plein de problèmes, et les Maghrébins se sont un petit peu notabilisés aussi. On a de plus en plus de Maghrébins qui vont être des élus, on a des avocats, on a des comptables, et en fait, tout ça, c'est une forme d'intégration normale qui fait que... pour moi, les quartiers populaires, il n'y a pas de racial. On se trompe souvent. Souvent, au niveau du racisme, les quartiers populaires, c'est les Noirs et les Arabes, pour faire très caricatural. Mais en fait, non, c'est les milieux populaires, les milieux qui n'ont pas de sous. Et ceux qui n'ont pas de sous, c'est ceux qui ont fui quelque chose. Donc, si je prends les Comoriens, ils ont fui une misère absolue dans un pays où l'avenir est compliqué. Et donc, ils sont allés là où ils ont pu. Marseille, c'est un point d'ancrage, parce qu'il y a du monde. Et ils sont venus ici. Ce que faisaient les Corses avant. Les Corses, ma mère est venue ici pour la misère. C'est-à-dire la misère au pays fait qu'elle est venue ici. Et les Marseillais sont vraiment que des gens qui ont fui la faim, la guerre ou la misère. Tous, à 2-3 générations près. Et donc, les milieux populaires, pour moi, c'est vachement important. C'est le cœur de Marseille. Les poètes diraient le ventre de Marseille. Et c'est pour ça aussi que je cherche à défendre les milieux populaires. Et en même temps, je cherche à dire aux milieux populaires, les gars, ne vous effondrez pas intellectuellement. Ne faites pas croire que parce qu'on est milieu populaire, on parle plus, on dit n'importe quoi, on refoule toute culture. Voilà, moi je trouve aussi des fois, dire attention, quoi, dire pas tendre le bâton pour se faire battre. Alors ça vous concerne pas vous ici, parce que vous justement vous êtes en train d'avoir une action dans ce sens-là. Mais il y a trop de gens aujourd'hui, je parle pas de jeunes, de gens, hein, c'est pas les jeunes qui sont concernés en particulier, qui lâchent complètement, qui ont l'impression que la culture c'est pour les blancs, les Français. Ah ben non, c'est pour les milieux populaires, justement. Et c'est quelque chose, je combats contre ça. Et je combats contre les miens, je combats contre les milieux populaires aussi. C'est quelque chose qui me porte, qui est vachement important. Merci beaucoup. Alors moi, je m'appelle Sherazade. J'aimerais vous poser comme question, quels sont les clichés ou les stéréotypes les plus courants que vous observez dans les médias concernant ces quartiers et comment ces récits ils influencent la perception du public? Alors les clichés, c'est... alors toujours pareil sur les clichés, parce qu'en plus à Marseille, il y a double truc. Il y a le cliché du Marseillais, en général, plus après le cliché du milieu populaire, donc Noir et l'Arabe de quartier. Voilà. Et les deux clichés, parfois, sont auto-entretenus par les gens eux-mêmes. Par exemple, le cliché du Marseillais, moi je connais plein de bandits, moi les voyous je les connais, et moi je suis un fou. Et voilà. Des fois, il existe vraiment, et il est mis en avant comme une défense. C'est-à-dire que tu fais semblant d'être un fou pour qu'on te laisse tranquille. C'est vraiment un complexe d'infériorité, ça. Et le Marseillais, c'est le complexe d'infériorité qui le porte, parce que justement, comme il a fui la faim, la guerre ou la misère, c'est un dégain au début. Et il a l'impression qu'il faut se mettre dans cette posture pour pouvoir exister. Heureusement, il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc des fois, le cliché, il est provoqué par le Marseillais lui-même. Mais quand même, le Marseillais, il a une autre capacité, c'est qu'il est aussi très sensible et il sent quand on se moque de lui, ou il sent quand il peut être différent de la mode du moment. Et donc, on le voit dans le rap, on le voit d'une manière générale dans tout ce qui est culturel à Marseille, il va y avoir quelque chose de différent. Il va y avoir quelque chose qui est créé, qui est différent. Et souvent, la caricature des Marseillais, ça va être des gens qui n'ont aucune compétence, qui sont que de la gueule. C'est pas vrai. En fait, le problème, c'est que les Marseillais ont une faculté qui est devenue de plus en plus rare dans le monde, qui est de se parler entre eux. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont se parler, toujours pour la même raison. Comme c'est des gens qui sont tous venus d'ailleurs, et qui sont tous venus d'ailleurs pour des galères, ils ont tous en commun d'être des galériens. Donc, il n'y a pas le Comorien qui est supérieur à l'Arménien, ou etc., puisque de toute façon, au départ, tout le monde est dans la merde. Et donc, d'un seul coup, alors qu'on est tous des dégains, on devient tous à égalité. Et là-dedans, ça permet d'avoir une communication immédiate. Ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose qui est surpuissant chez les Marseillais, cette capacité qu'ont les gens à se parler entre eux tout le temps.
C'est unique, hein, tu ne le trouves plus ailleurs. Hein. Même les Italiens n'ont pas ça, hein, à ce point. C'est vraiment marseillais, ça. Et ça peut tromper l'extérieur, parce que comme, on va dire un Parisien, on va être caricatural, un Parisien qui vient, il va avoir l'impression que tous les Marseillais, c'est ses meilleurs amis, puisque du jour au lendemain, on te parle. Mais en fait, non, on te parle juste parce qu'on te parle. Mais tu ne vas pas être le meilleur ami. Alors, ils sont tous déçus. Les Marseillais sont des gens qui sont des grandes gueules, ils te parlent, mais ce n'est pas des amis. En fait, c'est juste une manière de voir le monde différente. Et donc, un des clichés, c'est ça. C'est le côté grande gueule. Alors, grande gueule qui parle que de soi, c'est vrai. Les Marseillais parlent que des Marseillais. Dès qu'ils sont à l'extérieur, c'est ouais, moi, le quartier, Marseille, tout ça. Bon, les Corses font un peu ça, mais les Marseillais encore plus. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Quand tu parles que de toi, c'est que tu veux exister. Mais en même temps, les Marseillais, ils ont une tendresse et une sensibilité qui est rare. Et ça, c'est perçu comme une faiblesse alors que c'est une force. Voilà, par exemple. Après, il y a le côté cliché sur les gens des quartiers populaires, donc qui va être les mêmes clichés qu'on va avoir pour la banlieue toulousaine ou pour je sais pas moi, la banlieue parisienne, hein, le 9-3. On va avoir les mêmes clichés sur une jeunesse violente, barbare quasiment. D'ailleurs, c'est les mots qu'on utilise, hein. Barbare, ensauvagement, tout ce choc de civilisation, enfin tout un truc qui n'existe pas. La réalité, pour moi, c'est qu'il y a un problème d'équité et d'égalité, de justice sociale et de justice tout court, qui fait que quand tu viens des quartiers populaires, c'est plus compliqué. C'était déjà plus compliqué pour moi, et moi je suis blanc et je m'appelle Pujol, c'est plus compliqué quand on s'appelle Sherazade et qu'on porte un voile. Mais pour autant, c'est pas impossible. Et ce qui veut dire que les clichés, quand même, ça va être des clichés raciaux. Ça va être ce séparatisme, soi-disant. Moi, j'y crois pas au séparatisme. Si un séparatisme, c'est un séparatisme, moi je suis très marxiste là-dessus, c'est un séparatisme social. C'est-à-dire, si on sépare les classes, et c'est pas les gens des classes qui font ce séparatisme, c'est une classe politique qui choisit de mettre les pauvres d'un côté, classe moyenne de l'autre, et les riches là. Comme ça, chacun est acheté, politiquement parlant, d'une manière ou d'une autre. Pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long, mais ces clichés sont véhiculés à dessein, stratégiquement, volontairement. Et voilà, après, cette histoire d'ensauvagement est quelque chose qui n'existe pas pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes graves, mais c'est quelque chose qui est inhérent au fait qu'une population est dans un manque important, financier, social, d'avenir, et que cette population-là, quand il y a une délinquance, cette délinquance va être violente, c'est normal. La délinquance bourgeoise, elle n'est pas violente, elle n'a pas besoin. Elle fait du détournement de fonds. Elle détourne de l'argent, elle n'a pas besoin d'être violente. C'est pas nécessaire, elle a déjà tout. Donc c'est ça aussi qui fait que, pour moi, ces clichés ont une utilité politique. Vous avez dit qu'à Marseille, il y a une grande diversité, qu'on est un peu tous pareils. Existe-t-il des médias locaux qui rendent compte de la complexité et de la diversité de la vie, au-delà des faits divers ou des problèmes sociaux? Au niveau des médias locaux, il y a un paradoxe à Marseille, comme toujours, c'est qu'à la fois, il y a des médias, si je prends la Marseillaise, la Provence, c'est la fusion du provençal et du méridional. Les deux, le provençal avait été créé par Gaston Defferre à la Libération, et le méridional, c'était une stratégie de Gaston Defferre de se créer un journal d'opposition à lui-même, histoire de maîtriser et son propre journal, le provençal, et le journal d'opposition dans lequel il faisait dire des trucs contre lui, et ensuite il utilisait le provençal pour faire un contre-contre, quoi. C'était une stratégie politique sournoise qu'on pouvait trouver dans ces années-là, dans les années 60-70. Et ces journaux ont fusionné de façon un peu improbable, parce qu'ils avaient des lignes éditoriales très opposées, et des journalistes qui eux-mêmes étaient très différents. Et encore aujourd'hui, on trouve ces deux tendances à la Provence. Et la Provence, donc aujourd'hui, est un journal qui pour moi est en souffrance, racheté par un milliardaire qui se fiche royalement de la vérité, comme c'est le cas aujourd'hui, qui a une stratégie uniquement économique derrière. Et la plupart des journalistes sont dans le dur, et c'est un journal qui s'est éloigné de ce qu'il faisait très bien, de la proximité, mais pour autant qui continue à être une référence, notamment pour les questions sur les quartiers, où ils ont des gens très bien, pour le sport, et c'est très important, ils sont très compétents, voilà, ils sont toujours là. La Marseillaise, c'est autre chose. Marseillaise, ça naît pendant la guerre, c'est plus compliqué. En 1943, il y a la guerre, c'est-à-dire que si tu te fais choper, tu meurs. C'est pas la résistance, c'est pas à la libération. Donc en 1943, ils font c'est un journal communiste qui va lutter contre les nazis et contre l'occupation. Et c'est un journal qui ne va cesser d'être en lutte aujourd'hui encore.
Son ADN de début fait que c'est un journal qui va continuer tout le temps à être en lutte. C'est un journal de contestation qui n'a jamais eu de moyens suffisants et qui est capable de faire de la bonne qualité avec peu de moyens, qui a des défauts, les défauts classiques qu'ont les communistes, c'est-à-dire une tendance de temps en temps à la pravda, c'est-à-dire à ignorer une information qui n'arrange pas, elle n'existe pas, on ne la voit pas, j'y ai travaillé moi, donc j'ai connu ça. De ce coup, on te dit non, mais ça n'existe pas. Même si on peut l'écrire, ça n'existe pas. Donc ça arrive, ils ont aussi leurs défauts, ça s'est sûrement amélioré depuis peu, mais doucement. Et à côté de ça, c'est pour moi le journal référence à Marseille, ça reste la Marseillaise. Par contre, ils n'ont pas l'exhaustivité de la Provence. La Provence montre plus de choses. Et après, il y a des médias en ligne qui se sont créés, qui vivotent, qui font ce qu'ils peuvent, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas à la hauteur, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui ne sont pas à la hauteur de ce que la deuxième ville de France et une ville aussi importante en Méditerranée, voire même en Europe, devrait avoir. Et on a un traitement médiatique qui est vu de Paris, qui est pour le moment encore trop colonial, j'ai envie de dire. On traite le journalisme, les journalistes parisiens qui viennent sur Marseille et qui racontent Marseille sont un peu comme les journalistes qui allaient avant au Gabon ou en Centrafrique. Je trouve qu'il y a un côté colonial dans l'approche de Marseille. C'est-à-dire, on comprend pas les Marseillais, on en rigole un peu. De temps en temps, ils sont cool, de temps en temps, ils sont cons. Et on n'arrive pas à comprendre cette ville trop complexe. Donc pour moi, il y a un chantier phénoménal. Au niveau des médias à Marseille, il n'y a pas suffisamment de journalistes et des journalistes qui sont dans une précarité trop importante et que c'est tout à fait anormal et que c'est vraiment notre profession est en grand danger par sa précarité. Et maintenant, nous allons laisser la main à Kaïl, Amina et Yaya qui vont parler du rôle du journalisme et de l'éthique. Bonjour, moi c'est Amina et j'aimerais savoir comment un journaliste peut-il s'assurer de ne pas reproduire des biais ou des discriminations inconscientes dans ses reportages. Alors je ne sais pas si je le fais ça, je ne sais pas si j'y arrive, j'en ai aucune idée. Est-ce que je fais des discriminations ? En fait, quand tu es un journaliste, tu n'es pas un robot, tu as des idées reçues, tu as ta subjectivité, tu as tes croyances, tu as tes certitudes, ça il faut faire attention parce que plus tu deviens un vieux journaliste, et ça vient tout seul, être un vieux journaliste, ça vient tout seul, plus tu as des certitudes, il faut lutter contre ça. Il faut maintenir du doute et de la curiosité, c'est un effort. C'est-à-dire, rapidement, tu as l'impression de tout connaître, mais comme les choses évoluent, faire très attention, parce que des fois, tu connais des choses qui n'existent plus. Et donc moi, je ne peux pas assurer que je n'ai pas de biais. J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux assurer, c'est mon honnêteté, comme quoi je m'efforce de voir les changements quand il y en a, de les prendre en compte, et cette notion de subjectivité et objectivité est très très dangereuse. Souvent on te dit les journalistes ne sont pas objectifs, il faudrait qu'ils soient objectifs. Mais personne qui est objectif. Ceux qui croient en Dieu, moi c'est pas mon cas, mais quand on croit en Dieu, c'est Dieu qui est objectif. Voilà, c'est Dieu. Mais dès le prophète, il n'y a plus d'objectivité, c'est déjà fini quoi. Et moi je crois pas en Dieu, donc il n'y a même personne avant. Donc ça veut dire qu'en fait l'objectivité c'est une toute-puissance qu'on ne peut pas se vanter d'avoir. J'ai pas cette prétention-là. Je suis pas objectif. Moi, je vois les choses avec mon angle. C'est-à-dire que j'ai mon passé, ma manière d'appréhender le monde, mon âge. C'est-à-dire ce que je vois aujourd'hui, c'est pas ce que je voyais il y a 20 ans, etc. C'est comme un photographe qui prend une photo de quelque chose dans un angle ou un autre. En haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, l'objectivité, pour moi, n'existe pas. Et on confond souvent l'objectivité et la neutralité. Être neutre, ça veut dire ne pas prendre position. Même moi, je suis même pas pour la neutralité. Mais à la rigueur, pourquoi pas ? Tu peux être neutre. Moi, je pense qu'il faut de l'engagement. Moi, je pense qu'il faut pas être neutre. Moi, je pense qu'il faut s'engager pour une cause et raconter par rapport à cette cause. Mais admettons, la neutralité, pourquoi pas ? Ça, c'est faisable. C'est pas prétentieux. Tu peux être neutre. Objectif, c'est prétentieux. C'est même mensonger. Tu peux pas l'être. Par contre, tu peux être subjectif et honnête. Genre, bon, moi, voilà, j'ai bientôt 50 ans, je suis blanc, j'ai tant d'années de journalisme, je suis de gauche et j'observe les quartiers populaires depuis, en tant que journaliste depuis maintenant 22-23 ans et j'ai toujours eu ce que je racontais, un angle qui n'est pas sécuritaire mais social. Ça, c'est ma subjectivité, c'est mon angle, mais je le dis en toute honnêteté, et quelqu'un qui n'est pas dans mon angle, au moins, il se dit « Ok, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son angle. Moi, je voudrais une approche, pourquoi pas raciale s'il est raciste, ou pourquoi pas sécuritaire, on a le droit. Il peut avoir une approche sécuritaire. Et une approche économique en se disant, moi, le social, c'est bien gentil, mais tout ce qui compte pour moi, c'est le modèle économique. »
C'est un angle possible, c'est pas le mien. Mais moi, au moins, je suis honnête et on sait voilà, mon angle est connu. Ce qui fait que je suis plutôt apprécié et compris par ceux qui ne sont pas de mon bord. Parce qu'au moins, l'angle est officiel. Et puis, je ne me vante pas, je ne peux pas croire que je sais tout. Et donc, est-ce que j'ai des biais dans ce sens-là ? Oui, très certainement. Par contre, je m'efforce d'essayer de les repérer, de les comprendre. J'écoute les retours des gens et j'essaie de me corriger. Ce que je ne fais pas, le lecteur, je parle du genre, c'est les lecteurs, hein, c'est très important les lecteurs, enfin les lecteurs, les auditeurs, enfin, les spectateurs en général. Je ne l'écoute pas quand il me demande de travailler sur tel ou tel sujet. Je me fous royalement de ce que pense l'auditeur ou le lecteur. Parce qu'en fait, il n'en sait rien. Moi, je sais mieux que lui ce sur quoi il faut parler, enfin pour moi. Par contre, je le respecte tellement que j'écoute ses ressentis. Quand il me dit là, j'ai rien compris, là, c'est trop dur, là, c'est trop long, là, oui, je l'écoute. Et là, je suis donc dans où je tente de corriger ces biais que j'ai pu avoir avant. C'est une sorte d'écoute, mais sans me laisser faire. Parce que pour moi, le premier ennemi du journaliste, c'est son lecteur. C'est paradoxal, parce que très souvent, on entend dans les journaux, un journal n'est bien que s'il appartient à ses lecteurs. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais fait diversier, donc je traitais que des faits divers. Et quand j'étais à la Marseillaise, comme c'est un journal en galère, à la fois j'écrivais les faits divers, et à la fois c'est moi qui mettais les papiers en ligne, qui mettais en ligne sur Internet. Donc je voyais les chiffres des clics. Quand je faisais un papier sur un règlement de compte, je veux dire n'importe quoi, j'en ai fait plein, hein, donc un règlement de compte, et je faisais exprès dans le titre de ne pas mettre le mot Kalachnikov, et je mettais quelque chose d'un peu joli, poétique. Ça m'arrivait souvent d'avoir cette approche-là. Dans le journal, je faisais ça. Et après, je mettais ce titre-là en ligne, je faisais, mettons, 100 vues. C'était ridicule. J'enlevais ce titre en cours de journée et je mettais tué en plein jour à la Kalachnikov. Je passais à 100 000 vues. Donc, si tu écoutes tes lecteurs, ils veulent du sang. Donc moi, j'écoute pas mes lecteurs. Je me fous de savoir ce qu'ils veulent. Par contre, je le respecte. Voilà, la différence, elle est là. Et après, j'assume le fait que moi-même, je vais avoir des biais. J'essaie d'écouter les gens là-dessus, d'écouter mes erreurs et d'essayer de me corriger. Mais c'est pour toujours, hein. Ça s'arrêtera jamais, en fait. Il n'y aura aucun moment où je serai bien. Ça n'arrivera pas. Bonjour, moi c'est Kaïl. Et donc, face à ces enjeux, quelles sont, selon vous, les responsabilités spécifiques d'un journaliste lorsqu'il couvre des sujets sensibles ou des quartiers stigmatisés ? Déjà, l'honnêteté. Comme je disais, il faut une honnêteté et ensuite, il faut un angle. Il faut savoir qui parle. Si je suis du Figaro, je ne suis pas de l'Humanité. Si je suis de M6, je ne suis pas de France 5. Mais au moins, on sait qui parle. Et donc, pour moi, il y a une honnêteté qui est absolue, qui est nécessaire, même quand je vais prendre un exemple extrême. Même quand je traite des gros bandits ou de l'extrême droite méchante, je ne trahis pas leurs propos. Je ne leur fais pas faire des choses qu'ils n'ont pas fait. Je leur fais pas dire des choses qu'ils n'ont pas dit. Et je ne transforme même pas. Par exemple, s'ils vont me faire une 4-5 phrases, je vais pas isoler une phrase qui m'arrange pour donner l'impression qu'il m'a dit quelque chose de négatif. Même avec les méchants, même avec ceux contre qui je lutte, je ne fais pas ça. C'est-à-dire, je choisis cette honnêteté. Et à la fois, je fais ça d'un point de vue éthique, mais je fais ça aussi d'un point de vue purement pratique. C'est-à-dire que si je veux avoir la confiance de source pour pouvoir retravailler encore, il faut que je la gagne, cette confiance. Et la confiance, déjà, c'est de trahir personne. Déjà, j'ai le choix de ne trahir personne. Et donc, c'est pareil, voire pire, pour les gens des quartiers populaires qui sont déjà bien stigmatisés, qui ont déjà de bons clichés sur le dos et qui ont déjà de belles contraintes. Et donc là, je veux être, pour moi, la qualité absolue et primordiale, c'est l'honnêteté. C'est celle-là. Cette honnêteté qui n'est pas un mot en l'air. C'est pas une honnêteté autoproclamée. C'est une honnêteté très pratique. C'est-à-dire, si tu n'es pas honnête, le quartier, tu n'y retourneras plus. Tu es un journaliste, tu arrives à la paternelle. Si tu es honnête, tu retransmets tout, que tu es propre, que ceux qui t'ont dit « moi je parle pas », ils parlent pas. Si tu es respectueux, tu vas retourner à la paternelle, même s'il y a des embrouilles. Par contre, tu es un journaliste, tu t'en fous, tu es dans une rédaction ailleurs, tu viens, oui promis, moi je vais écouter ce que vous dites, moi je suis pas pareil, compagnie, à la fin, tu fais tous les sales coups qu'on peut faire à un quartier, tu n'y retourneras plus. Donc pour moi, l'honnêteté, c'est très concret. Ça te permet de retravailler, de continuer à travailler et de te faire une bonne réputation. Pourquoi j'ai si peu de problèmes dans un milieu alors que je traite du banditisme ? Parce que je suis honnête.
Et que cette honnêteté-là fait que même chez les bandits, on va se dire, c'est bon, lui, il ne veut pas nous nuire. Moi, je ne veux pas nuire aux voyous. Je ne suis pas la police, je ne suis pas la justice. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas payé pour ça. Et donc je prends pas ces risques-là. Et donc cette honnêteté-là, pour moi, elle est le nerf de la guerre. Elle est absolument primordiale et elle nécessite des efforts constants. Tu dois y penser et chaque acte que tu vas accomplir comme journaliste est avec cette optique-là. Tu ne laisses pas filer, tu y penses tout le temps. Alors bonjour, moi je m'appelle Yahaya et la question que j'aimerais vous poser, c'est: la presse nationale et internationale a-t-elle un rôle différent de la presse locale dans la représentation de Marseille? Bien sûr. Alors la presse locale, ils connaissent tous les journaux, même les petits, même les précaires. Ils ont quand même une bonne connaissance, avec leur angle et avec leur subjectivité, mais ils ont une bonne connaissance globale de la ville, de ce qui s'y passe. Ils se lisent les uns les autres, ils écoutent différentes sources. Donc il y a une connaissance de proximité, pointue. Les nationaux, et les internationaux aussi, eux, c'est un peu différent. Ils vont travailler, c'est comme la chaîne alimentaire, le plancton. En fait, le journaliste local, c'est le plancton. C'est celui qui ramène toute l'info. Tout est là. Après, le national, ça va être, dans la chaîne alimentaire, c'est un peu au-dessus. L'international, c'est encore autre chose. Et après, tu as le géant Google, le requin, qui va récupérer toutes les infos et qui va les proposer sans même les vérifier. Ça ne veut pas dire que les autres ne vérifient pas à chaque étape. Le national, lui, met en perspective. Quand Libé, Le Monde, Le Figaro reprennent une info marseillaise, ils la mettent en perspective par rapport à un phénomène national, à une situation. Je ne sais pas, s'ils parlent de corruption, ils vont voir la corruption depuis Marseille et ensuite ils vont la comparer par rapport au reste du pays, ils vont voir si c'est un symptôme de quelque chose, ça ils savent bien le faire, ou ça peut être des choses très positives, une victoire de Coupe du Monde, on regarde comment ça s'est passé à Marseille, on regarde comment c'est passé dans les autres villes, et on voit un peu la situation des quartiers populaires, et on se dit, tiens, pourquoi ça à Marseille on casse pas des voitures, alors qu'à Strasbourg on en casse. Et en fait, là, quand on creuse, les locaux, ils ont la réponse. La Provence et les dernières nouvelles d'Alsace à Strasbourg ont la réponse. Les DNA, ils vont te dire notre tissu social est anéanti et on n'a plus personne pour s'occuper des jeunes. Et à Marseille, on va te dire nous on a un tissu social affaibli mais qui est toujours en action. Et là, on commence à voir. Et peut-être que Libération va reprendre ces deux articles-là, va retravailler ça et va le mettre en perspective pour un autre lectorat. Donc en fait, chacun a son rôle. Je reste quand même persuadé que ceux qui sortent les infos les plus proches du terrain sont les médias locaux, à tel point que quand des journaux, toujours les mêmes, les nationaux, ou allez, le New York Times, quand ils traitent d'une info qui se passe en Algérie, à Kaboul, en Israël, ils le font avec des journalistes locaux. Alors ils appellent ça des fixeurs, mais ça c'est un nom, parce que les fixeurs c'est des journalistes locaux qu'on paye, et qui en fait vendent leurs contacts, leur travail, leurs connaissances, mais c'est du local quand même. C'est-à-dire les nationaux n'existent pas sans les locaux, pas du tout, ils disparaissent instantanément, comme une chaîne alimentaire. Il n'y a plus de plancton, il n'y a plus de requins. Là c'est la même chose. Et donc les nationaux après ont souvent des lignes éditoriales plus marquées que les locaux. Les locaux, à part la Marseillaise, ils prennent peu de risques. Ils ont des lignes éditoriales un peu molles. Si je prends la Provence, c'est mou, c'est au gré de ceux qui filent des subventions, quoi. La Marseillaise, c'est communiste, c'est marqué. Si je prends les dernières nouvelles d'Alsace, Sud-Ouest, c'est un centre droit un peu mou, qui veut pas perdre de subventions de personne, donc tout le monde est mou. Les journaux nationaux, ils marchent pas pareil. Ils n'ont pas besoin de conseil régional, de conseil départemental, ils n'ont pas besoin de ça. Donc ils ont des lignes plus marquées. Si tu regardes l'UMA, c'est communiste, Libé, c'est socialo, grosso modo, et le Figaro, c'est une droite dure. Et après, tu vas avoir Valeurs Actuelles et le JDD, c'est l'extrême droite. Au moins, on sait qui est qui. Dans les locaux, on a besoin un peu d'avoir un lectorat plus large et plus de sous. Donc on ne marque pas les lignes. Il n'y a que l'exception de la Marseillaise. Merci de vos réponses. On va passer au conseil que vous avez à donner aux jeunes et à l'avenir des médias, mené par Walid, Amina et Yahya. Bonjour, moi c'est Walid. Nos jeunes sont très engagés dans la lutte contre les discriminations et s'intéressent aux médias. Quels conseils donnerez-vous à nos jeunes Marseillais qui souhaitent s'exprimer et créer leur propre récit médiatique sur leur ville et leur quartier? Déjà, alors j'ai une double réponse qui peut paraître contradictoire, mais il faut séparer les choses. Créer son propre média, c'est bien pour s'exercer, s'entraîner, mais tu ne vas pas être lu. Tu ne vas pas être vu, pas écouté, il n'y aura pas grand monde.
Je pense qu'en fait, il faut, dans un premier temps, créer son propre média. Il faut se rappeler que c'est un métier et qu'à un moment, il faut être payé pour ça. C'est pas un hobby. C'est pas, je sais pas, moi, quand je vais chez mon boulanger, je prends pas un bout de pain, je goûte et après j'ai dit je ferai un post sur Facebook et tu vas vendre du pain grâce à moi. Je fais pas ça. Et c'est pareil que moi j'écris un article, ou toi, ou n'importe qui, ben, faut être payé. Alors au tout début, allez, on peut accepter au début de pas être trop payé quand on est étudiant ou en formation, ou ok, ça va, on peut le faire. Mais quand on décide d'en faire son travail, c'est un travail, faut s'en rappeler. Et c'est un travail pour de vrai. C'est un boulot complexe. Ça demande des sources, ça demande des vérifications, une réflexion sur la structure, sur l'écriture. Enfin, c'est un gros travail, en fait. C'est un boulot très complexe. Donc déjà, pour moi, il faut être payé. Donc quand on est dans un petit média, déjà, ils arrivent rarement à se payer. Quand on démarre, c'est compliqué. Pour moi, il faut rapidement essayer de faire des liens avec les médias déjà en place pour pouvoir être diffusé à une plus grande échelle et avec plus de moyens. Et je pense que justement, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de développer à Marseille, y compris avec les institutions, parce que je pense pas, comme certains médias locaux, qu'il faille refuser tout ce qui est aide des institutions, c'est-à-dire conseil régional, départemental ou la ville ou la métropole. Je pense qu'au contraire, on paye des impôts pour ça et qu'ils doivent nous donner les moyens de faire du journalisme. Pour moi, c'est une évidence. Et refuser les subventions, c'est une absurdité totale pour moi. Et pour moi, il faut mettre des conditions. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut créer des petits médias qui vont ensuite s'agglomérer les uns aux autres pour être plus puissants et idéalement aller avec un média déjà existant. Ça peut être Radio Star si c'est la radio, ça peut être Radio Grenouille, il y en a déjà. Pour moi, il faut faire ça, et après, en cherchant des modèles économiques. Mais après, d'un point de vue plus sur le fond, ça c'est un peu le modèle économique, sur le fond, il faut regarder ce qui se fait déjà et se dire, bon, mais qui ne parle pas? Qui ne peut pas s'exprimer? Vous le saurez mieux que moi. Hein, qui ne peut pas s'exprimer? Comment leur donner la parole? Il y a des influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs qui font ça très bien. Il n'y a pas que des débiles dans les trucs. Il n'y a pas que des mascus qui disent n'importe quoi ou des filles qui font du maquillage. Il y a aussi des minots qui font des trucs très bien. C'est aussi un modèle pour demain. Alors, ils n'auront pas les millions de vues de la fille qui fait des danses TikTok. Ils ne feront pas les millions de vues du mec qui explique comment gagner beaucoup d'argent en racontant n'importe quoi. Ça, ils ne le feront pas. Mais peut-être qu'ils feront de quoi gagner un peu de sous et structurer un média. J'en sais rien. C'est un modèle, moi, j'en suis très éloigné. Mais je pense que c'est à creuser. Vous êtes une génération qui pouvait faire ça. Et je pense qu'il ne faut pas miser que sur ça, c'est trop fragile, mais ça peut être un complément. Et ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher aussi, pas créer un média à la papa à l'ancienne. Si c'est pour créer un média à l'ancienne, autant rejoindre un média existant. Mais par contre, il faut être un peu innovant. Alors pas innovant dans la manière de faire du journalisme, pour moi il n'y en a qu'un, c'est rencontrer les gens, voir les choses et raconter les choses, vérifier. Pour moi il n'y a pas d'innovation à porter là-dedans. Par contre une innovation peut-être dans la manière de la diffuser. Donc Hugo Décrypte l'a fait très bien. Hein. Hugo Décrypte, il a refait un truc qui existait déjà. Il a fait simplement une revue de presse. C'est-à-dire quelqu'un qui lit 50 journaux, qui va choisir des infos là-dedans, qui va réécrire tout ça et qui va dire voilà ce qui se passe en France aujourd'hui, ça s'appelle une revue de presse. Ça existe depuis l'Antiquité. Il y avait déjà des gens, des crieurs de rue, qui faisaient des revues de presse. Lui, il l'a fait sur le web, et petit à petit, il a eu un angle, un ton où il allait chercher des jeunes. Il s'est fait des sous, mais il n'a pas fait des sous pour son propre pognon, c'est un bon minot, il a fait des sous pour pouvoir se développer et toucher une jeunesse qu'on ne touchait pas avant, et c'est très beau. Et ensuite, maintenant, il fait plus que de la revue de presse, il fait de l'interview, il s'est étendu. Il est parti au départ d'une revue de presse. Mais finalement, il n'a pas réinventé le journalisme du tout. Il n'a rien inventé du tout, ça existe déjà. Pour moi, il n'y a rien à réinventer dans le journalisme. Pour moi, il y a peut-être à réfléchir à des formats où tu vas toucher des populations. Après, toujours pareil, qui on veut toucher. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent toucher que les miens. C'est-à-dire, il y a deux types de journalisme. Il y a le journalisme miroir, c'est-à-dire que tu donnes à tes lecteurs ce qu'ils veulent voir. Je vais prendre la Marseillaise, c'est malheureusement une maladie qu'ils ont. Ils ont un lectorat communiste, CGT, et ils font des articles pour la CGT, pour les communistes, où on voit des communistes qui distribuent des tracts et qui racontent, et qui, dans les citations, racontent la CGT. Donc c'est bien, les mecs quand ils se disent, ils sont bien. Mais quand tu vas dans le local de la CGT, tu vois qu'ils sont en train de lire la Provence en même temps. Parce que dans la Provence, ils ont les dernières infos de l'OM. Donc moi, je ne suis pas pour un média miroir. Moi, je suis pour un média qui apporte à une population une nouveauté. Mais c'est plus dur à faire.
C'est plus dur, beaucoup plus dur. Je suis pour un média où le monde, si je suis à la Marseillaise, mon communiste, eh ben, il va avoir une info qui va améliorer ou qui va alimenter sa lutte. Il va se dire, ah ouais, telle entreprise fait tel sale truc. Ah ben voilà, grâce à la Marseillaise, je vais, ils le font aussi, attention, hein, grâce à la Marseillaise, je vais agir plus. C'est plus dur à faire. Mais donc vous, en fait, il faut vous poser la question, ok, c'est quoi les stigmatisations sur nous? On pense quoi sur nous? Qu'est-ce qu'on veut mettre comme message? Faut pas se fermer les yeux non plus, faut pas dire les cités, on est tous bons, on est tous tranquilles, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de sgegs, il y a beaucoup de mecs qui sont des tocards, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Faut pas se mentir non plus, hein. Et donc, il faut rester réaliste le plus possible, honnête, et le plus proche d'une réalité. La réalité, la vérité, elle a pareil, il n'y a que Dieu qui a la vérité. Mais on s'en approche, quoi. Moi, j'aimerais savoir, lorsque les jeunes se lancent sur les réseaux sociaux en tant que spectateurs ou acteurs, comment peuvent-ils développer leur esprit critique? Quels en sont les enjeux? Alors, les réseaux sociaux, j'en parlais, c'est vraiment le nerf de la guerre maintenant, hein. J'allais dire, c'est une génération, la vôtre, qui est éduquée par les réseaux sociaux. Mais les vieux, c'est pareil, hein. Les vieux retraités, ils sont sur Facebook du matin au soir. C'est ceux qui parlent le plus. Et en plus, ils mettent des profils de jeunes filles, tout ça, ils sont sans pitié, hein. Quand il y a eu des enquêtes sur les conspis, c'est souvent des vieux qu'il y a derrière, hein. Donc en fait, quand on dit génération réseaux sociaux, c'est pas génération en tant que l'âge, mais c'est l'époque. On est une époque où le réseau social, c'est un peu incontournable. Alors, quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est un réseau social? Je vais prendre Facebook, le premier. C'est un club. C'est-à-dire que les Anglais, ils avaient des clubs. Ils se réunissaient en fumant des cigares et en buvant du whisky pour discuter du monde. Et ils se réunissaient dans des clubs. Facebook, c'est un club. Rien d'autre. C'est un club à l'échelle internationale. Voilà, c'est ça la différence. C'est que là où le club, ils étaient 40 dans une pièce, bah, maintenant on est plutôt 4000 ensemble. Donc là aussi, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. Et donc, Et après, il y a un autre problème, c'est que des fois, les commentaires, par exemple, de Facebook ça me fait penser à ce qui pourrait se passer. Imaginez, vous avez déjà pris le 83 l'été, quand on est tous collés les uns contre les autres. En fait, des fois, quand je vois des mecs se répondre sur Facebook ou sur n'importe quoi dans des commentaires, j'ai l'impression que tu as un mec qui est devant le bus, un autre qui est derrière, et qui se gueule des trucs à travers le bus, et que tout le monde entend au milieu, tout le monde s'en fout royalement, et que de temps en temps, il y en a un qui dit « Oh, fermez-la » ou il y en a un qui fait une blague. Voilà. Pour moi, c'est ce grand désordre idiot, tout ça. Le problème du réseau social, c'est que c'est un philosophe qui s'appelait Gustave Le Bon, c'est le plus petit dénominateur commun. Tu prends 70 intellos et un crétin, si on veut que 71 personnes discutent ensemble, il faudrait se mettre au niveau du crétin. Et les réseaux sociaux, c'est ça, plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'il y a toujours le crétin qui gagnera. Et le crétin, ce sera toujours celui que l'on va entendre parler. Et donc maintenant, il y a un usage politique fait de ça. Et c'est pour ça que, pour les vieux, c'est fini, c'est foutu. Ceux qui se font avoir, ils se font avoir jusqu'au bout. On va les laisser partir avec ça, quoi. Mais les jeunes, par contre, il faut comprendre qu'en fait, un réseau social, il faut avoir un esprit critique. Il faut savoir nager. Il faut se dire, attends, c'est cohérent ce truc-là? On peut se faire de l'argent avec de la crypto-monnaie, mais pourquoi tout le monde ne gagne pas de l'argent avec la crypto-monnaie? Pourquoi il me le raconte? C'est ça l'esprit critique. Pourquoi il ne fait pas son blé tranquillou? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi, ouais, moi, prends ma formation à 400 € par mois et tu seras riche. Mais tu dois avoir un esprit critique qui est important. Et les médias en général, c'est ça aussi. Tu dois voir qui parle, comment. Et ensuite, l'usage que vous pouvez en faire, vous, il y a des très beaux exemples, hein. J'ai donné Hugo Décrypte, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui font des choses sur la science, d'autres qui vont faire des choses sur la boxe, la MMA, d'autres sur, je sais pas, n'importe quel sport, ça se voit beaucoup, qui sont de très bonne qualité. Et je pense que là, pareil, un angle, une honnêteté et une liberté de ton. Bon, il faut la garder et il ne faut pas imiter. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on regarde ce qui a marché chez l'autre et on se dit, putain, il a fait 1 million de vues. Ah, il faut que je fasse pareil. Oui, mais si tu fais pareil, tu ne feras pas 1 million, tu arrives après. En fait, il faut être novateur. Ou en tout cas, il ne faut pas se trahir. Donc, pas toujours essayer d'imiter coûte que coûte. Pas toujours se dire, bon, lui, ça a marché, mais tu arrives trop tard. Si l'autre a marché, il a eu l'idée avant. C'est mort.
C'est mort. Le premier poète c'est Gérard de Nerval qui disait ça, un poète français que j'adore, qui disait le premier poète qui a comparé une femme à une fleur était un génie. Le deuxième était un imbécile. Il a raison, t'arrives après, c'est trop tard. Tu es la fleur, le bouquet. Mais non, c'est ridicule, ça a déjà été fait. Donc tu es obligé de trouver autre chose. Ben, c'est pareil pour tout, en fait. Tu es obligé de te renouveler. Tu peux pas en permanence essayer d'imiter. Et les réseaux sociaux, c'est aussi c'est de l'individualisation de masse. C'est-à-dire on a tous l'impression d'être différents. Et en fait, t'es classé par... les algorithmes te classent par groupe. Moi, quand je tombe, parce que je contrôle le TikTok ou l'Insta de mon fils, ben, en fait, je tombe exactement sur lui, quoi. Il n'y a pas d'ouverture. Il est coincé dans son monde à lui. Il n'y a pas du tout cette ouverture-là, et je trouve ça dommage, quoi. C'est-à-dire, il faut d'essayer d'en être conscient et de ne pas se laisser enfermer. Et ça, c'est un effort, hein, c'est un effort constant. Alors, toujours sur l'esprit critique, comment peuvent-ils développer un esprit critique face aux informations qu'ils reçoivent au quotidien, notamment sur les réseaux sociaux? Un esprit critique, c'est se demander, mais pourquoi? C'est cohérent, ça? J'y crois à ça? C'est le faire par l'absurde. Alors... je prends des trucs caricaturaux. Hein. L'homme n'est jamais allé sur la Lune. Ok, l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Allez, mettons que ce soit vrai. On va raisonner donc à l'envers. Donc, on s'est quand même emmerdé pendant 40 ou 60 ans ou 70 ans à faire croire que l'homme est allé sur la Lune, avec des films pas possibles, incroyables, avec toute une série de films de fiction, des moyens ahurissants, juste pour faire croire que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Et quel est l'intérêt de faire croire que l'homme est allé sur la Lune si on n'y est pas allé? Derrière, à qui ça profite de faire cette croyance? Cette croyance, tu regardes, en fait, tu reviens à ceux qui ne veulent pas imaginer qu'il y a autre chose que Dieu, et uniquement Dieu, qui tiendrait... Enfin, on peut avoir une autre vision de Dieu. Einstein était quelqu'un qui croyait en Dieu totalement, et... Souvent, la terre plate derrière, tu vas avoir des intégristes cathos, c'est plutôt les cathos qui sont comme ça, et qui vont te dire « Ah ouais, mais la terre est plate », ben en fait, elle est plate parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'univers, et on est seuls, et nous-mêmes, on est nous et nous-mêmes. Les religions, au début, elles pensaient que ça, et puis petit à petit, elles se sont débrouillées autrement. Elles ont dit « Oui, en effet, il y a le cosmos, tout ça, mais justement, c'est Dieu qui l'a créé, c'est ce que faisait Einstein. » Donc là, tu suis un raisonnement, et tu te dis « Mais quel est l'intérêt de dire ça ?» Et tu essayes de voir si c'est cohérent, si c'est tenable. En fait, c'est se poser des questions, soit par l'absurde, soit par la vérification. C'est-à-dire, évidemment, l'esprit critique va être, en fonction du site internet de l'interlocuteur, c'est plus ou moins fiable. Si c'est Le Monde, c'est plus proche que si c'est, je sais pas moi, un truc du genre science occulte, ou voilà. Assez vite, on voit quand même qu'il y a derrière. Et puis... Il y a un truc toujours vers la manipulation, c'est qu'on veut toujours te faire croire que tu es unique. Comme je disais, aujourd'hui, on n'est pas unique. On appelle ça l'individualisation de masse. C'est-à-dire, on te fait croire que tu es unique, mais tu n'es pas unique. Je sais pas, il y en a un, j'ai vu arriver direct en Chabran. Tu n'es pas unique. Excuse-moi, je t'ai choisi toi. Mais le Chabran, si je sors, Chabran, il y a tous les quartiers nord, ils ont du Chabran. C'est une sorte de... Mais ça s'appelle la mode. Hein. Moi, j'ai eu ma mode aussi. Hein. C'est pas... Et on se croit unique, on l'est pas. Et on joue là-dessus. Et on te fait croire que tu es unique parce que toi, tu aurais compris. Toi, tu saurais qu'on est trompé. Les Égyptiens, c'est des extraterrestres. Et depuis le début, les pyramides, elles ont été faites. Et on te fait croire que toi, tu es unique. Tu as eu je sais pas combien de scientifiques qui ont travaillé, qui ont des kilomètres d'études. Ils n'ont pas vu ça. Mais toi, petit dégain derrière ton ordinateur, tu as vu que les extraterrestres, ils ont construit les pyramides. Ça te valorise. En fait, il ne faut pas se laisser avoir. On te dit, attends... Pourquoi on veut me faire croire ça? C'est quoi l'idée derrière? Puis il faut avoir un peu plus confiance dans tout ce qui est médias officiels, parce qu'on a beau quand même les fracasser. Tu ne peux pas mentir trop souvent dans un média officiel, ça te revient dans les dents très vite. Très vite. Là, il ne faut pas confondre entre l'erreur et la ligne éditoriale. Je vais prendre le Figaro, qui est très loin de ma ligne éditoriale, ne dit pas de mensonges. Peu. Ils ont une interprétation des faits, mais ils ne mentent pas. Et de l'autre côté, il y a l'humanité, je vais être plus proche de l'humain. Pareil, ils ont une interprétation de ces mêmes faits. Mais ils ne mentent pas, ils peuvent se tromper, mais ils ne mentent pas. Alors qu'il y a des journaux, enfin, il y a des médias, ils sont là pour mentir, ils sont là pour manipuler l'opinion. Pareil, il faut se dire, c'est quand même bizarre en permanence, soi-disant, on est tous trompés, et il n'y a que moi qui regarde ce truc-là à ce moment-là, cette vidéo TikTok, je serai le seul sur Terre qui le sait. Non.
Il n'y a aucune raison qu'on soit l'élu. Il n'y a pas de raison, on n'est pas l'élu, on est l'élu de rien du tout. Donc en fait, l'esprit critique, il est par le questionnement que tu vas te poser toi-même et quelle est la source et quel est l'intérêt de me faire croire ça. Merci beaucoup. Et nous passons à la dernière partie, le regard sur Marseille, et à la conclusion avec Kaïl, Isra et Sherazade. Bonjour, moi c'est Isra. Et est-ce que la violence à Marseille dans les quartiers nord est-elle une conséquence de l'abandon de la politique publique ? Ma réponse, c'est la violence. La première des violences, c'est la violence sociale. C'est-à-dire qu'avant la violence, règlement de compte, bagarre, il y a une violence sociale. C'est-à-dire, violence sociale, c'est assez clair, hein, c'est des gens d'une même classe sociale, plutôt pauvres, plutôt nécessiteux, comme on disait avant, qui vont être regroupés ensemble. Et débrouillez-vous. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Avec un accès à l'emploi qui est moins bon que si tu habites ailleurs ou que tu es d'une autre nationalité, enfin d'une autre origine, pardon. C'est une distance incroyable avec les services publics, la Poste, le Pôle Emploi, enfin ça s'appelle France Travail maintenant. Tous les services publics vont être plus éloignés. Et il va y avoir aussi toutes les stigmatisations, tout ça. Donc la première des violences, c'est celle-là. Et ensuite, cette violence-là va générer des comportements différents chez les gens, et il va y avoir pour une petite partie de la population, mais une population qui va être emmerdante, ce qu'on appelle le ressentiment. C'est-à-dire cette sensation que, ok, c'est à cause des autres. Donc ça peut être, c'est à cause du blanc, c'est assez rare ça, c'est à cause des autres, c'est à cause des bourgeois, c'est à cause des Français. D'un seul coup, on n'est plus Français. On est Français depuis 3 générations, mais on dit c'est à cause des Français. Tout en étant pour l'équipe de France quand il y a la Coupe du Monde. Hein. Mais on va appeler Français, en gros, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas l'être. Donc on se dit c'est les Français. Et donc tu vas avoir une toute petite de la population qui parle le ressentiment. Le ressentiment, c'est-à-dire la jalousie, la rancœur, l'envie de se venger, mais pas une vengeance saine, hein, pas se venger en réussissant, se venger en disant « Ah ouais, je vais t'attirer moi aussi dans la merde, tu vas y aller ». Et donc tu vas avoir une partie de la population qui va basculer dans une autre violence, qui n'est pas sociale, mais là qui est une violence physique, une violence psychologique envers... Et le paradoxe, c'est que cette violence-là ne va pas s'exercer contre les classes moyennes ou riches, pas contre les classes dominantes, elle va s'exercer contre les leurs. Parce que c'est direct. Donc cette violence-là, elle est interne. Donc pour moi, la première des violences, elle est sociale, et la deuxième des violences, c'est une violence liée au ressentiment. Ce qui veut dire que pour moi, la réponse n'est pas sécuritaire, même s'il faut qu'il y ait quand même une police et une justice, ça c'est primordial, mais la réponse sur du long terme est forcément sociale. Pour moi, il faut casser ce qui est chaussé ancien, il faut casser le regroupement social des classes populaires. Tu as des immeubles aujourd'hui, il n'y a que des Comoriens. C'est pas normal. C'est-à-dire que si tu veux une mixité, tu peux pas faire ça. Quand tu vas au lycée Versailles, il y a principalement que des Comoriens. Ce qui fait que les mecs, quand ils arrivent, se disent « Oh putain, d'accord, ils nous ont mis ensemble. Ils nous ont parqués. » Tu le penses inconsciemment. La réalité, c'est même pas celle-là. Ils t'ont même pas parqué volontairement. Ce qui s'est passé, c'est que les milieux populaires, les moins pauvres sont partis, et il reste les plus pauvres. Et les plus pauvres, ceux qui viennent d'arriver, c'est plutôt les Comoriens. Donc ils vont se regrouper. Et ça va te créer un cycle où là-dedans, tu vas avoir d'autres qui vont être pris par le ressentiment et qui vont tomber dans la violence. Une minorité, mais une minorité qui tabasse. Hein, c'est-à-dire que tu as un salopard sur 100 bonhommes, tu vas le voir. Il va être là, quoi. Et donc, cette violence-là, la réponse, elle n'est pas. On remet d'une mixité sociale. Je ne parle pas de mixité ethnique, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ma vision. Une mixité sociale, c'est-à-dire on arrive à... Mais il faut 15 ans pour faire ça. Hein. Tu ne vas pas faire ça dans la semaine. Hein. Et tu vas réussir sur un périmètre assez large, tu vas réussir à mixer du riche, du pauvre, du classe moyenne. Et tout ça en essayant de tirer vers le haut. Ça demande beaucoup d'actions, des actions de terrain, et un développement économique, et une justice économique, politique. Il n'y a pas de justice politique aujourd'hui. Et je dirais une justice tout court, c'est-à-dire aujourd'hui dans les prisons, il n'y a que des Arabes. Mais c'est pas parce que les Arabes, il y a plus de raisons qu'ils y soient. C'est parce qu'en fait, quand il y a une interpellation, c'est plutôt eux qu'on attrape, en fait. Et parce qu'en fait, ce sont des milieux populaires, et quand un réseau de stupes travaille, on prend les gens qui sont dans le quartier directement. Et oui, on a mis que des Arabes.
Donc c'est eux qui vont être au deal. Si demain tu mets des Chinois, tu n'auras que des Chinois. Si demain tu mets des Corses, tu n'auras que des Corses. Il y en a qui disent le contraire, mais il suffit de prendre l'exemple de l'Irlande. En Irlande, il n'y a pas d'immigration. C'est des Irlandais. Eh ben, les banlieues irlandaises, c'est des petits rouquins qui font des stupes, et c'est les mêmes qu'ici, c'est des gremlins, ceux-là, qui un peu cons, qui crient, alors ils crient pas aha, ils ont l'équivalent en anglais, c'est les mêmes en fait, il n'y a pas de différence. Et ce qui veut bien dire qu'en fait, il faudrait casser ce système-là, et pour moi la violence, elle est d'abord sociale, et on doit d'abord détruire cette violence sociale. Et la violence ensuite, évidemment, elle se dirige contre les milieux populaires eux-mêmes. C'est-à-dire les violents. Regardez bien, hein, les morts dans les règlements de compte, c'est pas des bourgeois, hein, c'est pas les dominants. Quand il y a des bagarres, ces bagarres, c'est les minots du collège qui se font fracasser, c'est pas des collèges de riches. Le seul truc, les riches, où ils peuvent être un peu embêtés, c'est les cambriolages. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est autre chose. J'ai pas dit que c'est pas grave, je dis que c'est une autre. On est sur. On va prendre là où il y a des sous, quoi. Et donc on va prendre le cambriolage, tu vas chercher l'argent là où il y en a. À travers vos enquêtes qui mettent en avant les aspects sombres de Marseille, vous êtes-vous déjà senti en danger ? Oh, plusieurs fois, oui. J'ai été menacé de mort un paquet de fois. Donc j'ai eu des dangers sur le terrain, plusieurs fois. Pas attaque au couteau, mais des couteaux sortis. Des moments où je me suis retrouvé enfermé dans une cave avec plein de dealers, tous sous fumette, tous plus cons les uns que les autres. Et là, tu te dis comment ça va finir. Alors là, j'ai fait semblant d'être complètement fou et méchant. Ils se sont dit, il a l'air fou, et je m'en suis sorti. Mais aujourd'hui, ça c'était en 2012, c'était pas les mêmes jeunes qu'aujourd'hui. Ils étaient moins drogués. Aujourd'hui, ils sont sous ballon, ils sont sous coque, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, ça finirait mal. J'ai eu des menaces en me tuant, voilà, des gros, des petits, de tout. Donc oui, je me suis senti en danger assez souvent. Au début, en plus, ces jeunes journalistes qui avaient les dents longues, et donc je faisais beaucoup de choses sans réfléchir, juste pour avoir des résultats. Je m'en suis bien sorti. Et à partir de 2015-2016, j'ai commencé à prendre des précautions bien plus grosses, ce qui m'a pas empêché d'avoir des infos quand même et des choses. Et je me suis mis à travailler différemment, prendre moins de risques. Et là, j'ai plus eu des problèmes avec des gros bandits et le monde de l'immobilier, des politiques. C'est d'autres types de problèmes que tu gères comme tu les gères. J'y suis arrivé, quoi. Mais oui, j'ai eu des très nombreux problèmes, oui. Après la Fabrique du Monstre, surtout, considérable. Hein. Il y en a sur une vie, ils n'auront jamais ça. Hein. Mais bon, je suis encore menacé de mort aujourd'hui, officiellement. 3 fois, hein. J'ai 3 menaces de mort. La police est au courant. S'il m'arrive quoi que ce soit, il va y avoir une action sur moi plus rapide. Je suis ce qu'on appelle une personne réservée. C'est-à-dire que... à risque, quoi, voilà. Avec un risque potentiel. Dès qu'il m'arrive quelque chose, on me met une patrouille de police, que je le veuille ou pas. On m'a proposé protection policière, j'ai refusé. Parce qu'en fait, si on te met des flics, t'attires l'œil. Alors que... Et puis en plus, tu travailles plus. Et en plus, je sais très bien qu'il n'y a pas de danger particulier, quoi. Je suis menacé de mort par un groupuscule d'extrême droite, et il y avait deux bandits marseillais aussi, mais bon, ça leur est un peu passé, ils ont autre chose à faire que m'emmerder. C'est plus du bluff, quoi. Mais bon... Ça fait drôle quand même. Ça, je l'ai accepté, quoi. Mais bon, plus je vieillis, plus j'avance, moins je m'expose, en fait. Hein. Je m'expose beaucoup moins qu'avant. Hein. Selon vous, quelle est la réalité des chances pour les jeunes Marseillais, notamment ceux des quartiers prioritaires, en comparaison avec le reste de la jeunesse française, et quel message souhaitez-vous leur transmettre quant à leur futur ? Alors, il y a là aussi un paradoxe. C'est-à-dire que dans les années 80 et début 90, tu venais des milieux populaires, des quartiers nord, tu n'avais aucune chance, quasiment. Les premiers qui sortent, ça va être les Jamel Debbouze, Eric et Ramzy chez les comiques, ça va être ceux qui se rappellent, ce qui s'appelait Smaïn, il y a eu Rachid Arabe qui était un présentateur télé, mais c'était les premiers qui arrivaient dans ces années-là, les années 90. Avant, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait absolument pas de discrimination positive. C'est-à-dire, tu ne rentrais pas à Sciences Po par un autre biais. Moi, je suis pour cette discrimination positive. Hein. Je trouve qu'à terme, il faudrait qu'elle disparaisse tellement pour qu'elle ne soit plus utile, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle est nécessaire. Donc, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités pour les jeunes des quartiers populaires, parce qu'on a intégré quand même cette culture qui est pas une contre-culture, c'est ce qu'on appelle une sous-culture. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure, c'est que c'est un tiroir. Il y a la culture française, il y a une sous-culture rurale, quartier populaire, etc. Et cette sous-culture-là a été intégrée
Aujourd'hui, le milieu de la mode l'a intégré, la variété, la chanson, la variété. Les rappeurs marseillais, c'est de la variété. C'est plus du rap engagé, on va tout détruire. Non, non, c'est de la variété. C'est à mon époque, c'est Goldman, Chantal Goya, c'est ça. Hein. Prenez Aya Nakamura, c'était impensable dans les années 90. Inenvisageable, absolument. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait... comment il s'appelait, Michel Leb, qui faisait le clip sur l'Africain, je vais te manger, je vais te manger. Donc ça, c'est quelque chose qui était improbable aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Il y a eu une évolution quand même très positive là-dessus. On est dans quelque chose de bien plus ouvert, et les jeunes des quartiers populaires ont plus accès à des choses que de ma génération. Ma génération, moi j'étais un copain de quartier de Saint-L'artificier, c'est Karim Adouche, qui est un des chanteurs de la Funky Family. C'est un copain d'enfance, on a toujours été ensemble. C'était plus dur quand tu t'appelais Karim Adouche à l'époque. Hein. Et pourtant, il est comme moi, sa mère est corse, ma mère est corse. Hein. Il y a juste les papas qui... Mais lui, moi, c'était plus joli, c'était Adouche. Et il s'en est quand même tiré. C'est pas quand même quelque chose qui arrive souvent. Aujourd'hui, il y a plus de parcours de réussite quand même. Et quand tu es issu des quartiers populaires, c'est pas encore satisfaisant, mais il y a des possibilités qu'il n'y avait pas dans ma génération, clairement. Donc en fait, c'est pas la pire des situations maintenant. Par contre, il y a aussi des pièges et une toxicité, un environnement difficile qui est celui des trafics de stupes, qui à mon époque n'existait pas vraiment et qui maintenant existe, et qui là c'est des pièges dans lesquels beaucoup de gamins tombent malheureusement, ce rêve de l'argent facile, tout ça, et l'idée ça serait d'éviter ces pièges-là. Après, les conseils à donner aux jeunes maintenant, c'est conseils, après moi je suis pas suffisamment puissant pour filer des conseils. Mais la réalité, c'est qu'il faut des chances, il y en a qui passent, mais si tu les saisis pas, elles passeront. Et tu diras toute ta vie, moi, j'ai pas de chance. Moi, j'ai pas de chance. Et non, t'as pas de chance. T'es pas capable de voir et de saisir une chance. Je vous rappelle que moi, milieu populaire, parents pauvres et dyslexique, normalement, je suis pas journaliste. Normalement, je suis pas prix Albert Londres. Mais en fait, j'ai toujours saisi la chance. Je me suis toujours dit, je m'en fous de ce qu'on pense. Je m'en fous de savoir si je fais trop de fautes d'orthographe. Je sentais bien que j'écrivais mieux que mes copains. Mes copains, ils faisaient pas de fautes, mais c'était banal. Et moi, je sentais que j'avais un truc au-dessus, dans l'écriture. Et par contre, au niveau orthographique, je m'effondrais. Et moi, en plus, ça n'existait pas, la dyslexie, officiellement, quand j'étais gamin. On considérait que t'étais débile. On te disait, il est con. On te disait pas, il est 10. On te disait, il est con. Donc, moi, sans arrêt, on me disait que c'est dommage qu'il soit aussi con, parce que sinon, il travaille bien. Mais j'ignorais, en fait, ça. Et donc, ça, c'est une force, quelque part. Tant mieux qu'il me l'a inculqué, j'en sais rien. J'ignorais ça, et je me suis pas posé de question de savoir si j'avais le droit ou pas d'écrire. J'écrivais. Je ne posais pas de questions. Et quand après, il a fallu que je devienne informaticien, je ne sais pas chercher à savoir si j'avais diplôme, pas de diplôme. Il me prenait, j'y suis allé. Quand il a fallu devenir journaliste, alors que je n'avais pas fait d'études, rien à cirer. Quand j'ai fait mon premier film, on m'a dit non, attends, les documentaires, c'est pas pareil que l'écrit, c'est un métier. Rien à cirer, j'ai fait mes docs. Et en fait, ce que je dis, c'est que des chances, il y en a, il faut les saisir. Il ne faut pas refuser les mains tendues, il faut les prendre, il faut les voir. Donc il faut être attentif. Et il ne faut pas être toujours attentiste en se disant, ah, moi, ça viendra. Tu vois, le mektoub, Inch'Allah, non. Non. Soit tu y vas, soit tu es mort. Soit ça ne marchera pas. Et ça ne veut pas dire avoir les dents, coup de coucou, tout détruire. Mais quand ça passe, là, c'est ce que vous faites, vous êtes là. Moi, je parle à des minots là, qui sont d'accord avec moi, puisque vous êtes là. Mais tous ceux qui, à un moment, ne sont pas là alors qu'ils avaient l'occasion d'être là, ils ne peuvent pas râler derrière. Quand un d'entre vous aura une réussite, il dira « Putain, lui, t'as vu, il travaille dans un journal, moi, j'ai pas eu le droit. » Ben ouais, mais t'as pas pris la chance quand elle est passée. Donc le truc, c'est prendre des chances quand elles passent, les repérer et les attraper. Donc du coup, avec tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour la jeunesse marseillaise ? Bien sûr qu'il y a un espoir, heureusement. Il n'y a même pas de désespoir. Parce qu'en fait, quand je parle de moi, quand je fais mon livre Les Cramés, je parle de gamins qui sont vraiment dans les bas-fonds des bas-fonds. Je parle pas des gamins de Marseille. C'est pas la jeunesse marseillaise. C'est la jeunesse exploitée et brûlée de Marseille. C'est-à-dire 2000 gosses. À Marseille, il y a 200 000 gosses. C'est pas du tout la même proportion. Donc, heureusement, et je l'écris à longueur de temps, hein, toutes les 20 pages, je dis tous les gamins sont pas concernés, histoire mais bon. La jeunesse marseillaise,
elle a son dynamisme, comme toute génération, pas plus celle d'aujourd'hui maintenant. Parce que moi, je suis pas non plus dans le truc que les jeunes sont formidables. Non, ils sont comme avant. Ils ont des nouvelles manières de voir le monde, mais ils sont pas formidables non plus. Ils sont comme on était nous, avec des compétences, des ci, des là, des doutes, vous êtes normaux, quoi, en fait. Donc, oui, cette jeunesse-là, déjà, elle est dans un environnement, Marseille, qui est à la fois un environnement toxique quand c'est les cités, avec toutes ces drogues-là. J'ai très peur de la mode des couteaux, où tout le monde a des couteaux. Avant, tu t'embrouillais, tu mettais des taquets. Moi, j'étais bagarreur. Hein. J'en ai pris des taquets. Mais franchement, un mec comme moi, bagarreur comme j'étais, je me fais poignarder à coup sûr aujourd'hui. Hein. Parce que moi, à chaque fois, c'était quoi, comme des débiles. Et j'y allais. Mais aujourd'hui, c'est mort, quoi. Tu peux plus faire ça. Donc en fait, il y a des choses là, il y a quand même un environnement toxique qui me fait peur. Moi qui ai des gamins, hein, j'en ai un de 15, un de 17, bientôt 18. Donc, et puis des bonhommes. Ce que j'ai, c'est des bonhommes, hein, exactement comme j'étais quand j'étais petit. Ce qui veut dire que ça c'est un peu des craintes là-dessus. Et en même temps, je vois bien que tu as une jeunesse qui perpétue les Marseillais se parlent entre eux, une contre-culture marseillaise, c'est-à-dire même s'il y a un peu trop de verlan qui arrive. Ça me fait chier ce wesh là qui est arrivé, merde, putain, mais wesh c'est pas nous, c'est parisien, wesh, c'est pas les Marseillais. Mais quand même, il y a le tarpin qui est toujours là, il y a des mots qui sont toujours là, il y a toujours des rennais, il y a des nouveaux mots aussi, la hesse, tout ça, me faire attention, c'est plus des mots parisiens maintenant, enfin c'est arabe ou africain, mais de Paris. Donc il y a quand même quelque chose de très, une culture marseillaise qui se perpétue, qui évolue, et ça c'est très bien, il ne faut pas qu'elle ressemble à ce que j'étais quand j'étais minot, c'est pas ça le but. Qui évolue, ça c'est très bien. Et il y a plutôt du dynamisme, hein. Moi je fais régulièrement des rencontres dans les collèges, tout ça, principalement des jeunes qui ont une envie de faire quelque chose, et qui sont pas plus effrayés que ça par les embûches en fait. Il y en a, il y en a, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on va pas vous dire qu'il y en a pas. Il y en a. Je sais pas quel métier vous voudrez faire plus tard, mais ça va pas être facile. Mais c'était pas facile pour moi non plus. Vous y arriverez, voilà, c'est tout. Et puis si vous arrivez pas dans celui-là, vous irez dans un autre. Le tout, c'est à un moment, de toute façon, d'avoir une volonté et essayer de pas trop être aspiré par ces putains d'écrans, quoi. Et je dis ça pour moi aussi. Les réels, TikTok, ça peut nous rendre profondément débiles. Hein. C'est-à-dire qu'on va tellement s'éloigner du monde réel, justement, ça s'appelle des réels, justement, parce que c'est très éloigné du réel, que ça, c'est un danger qui nous guette, qui guette pas la jeunesse, qui nous guette, qui est dramatique. Ça, il faut vraiment s'extirper tout seul de ça pour faire autre chose. Faire de la musique, du dessin, des films, d'écrire, du sport, rigoler avec les copains. Enfin, voilà, ça, la jeunesse marseillaise, elle a quand même quelque chose, c'est qu'elle est dans le jeu, et elle est dans l'amusement, elle est dans le ludique. La jeunesse parisienne, elle est plus dans le bad, quoi. Elle est plus dans le dur. Il n'y a pas cette identité locale. Il y a une identité de quartier, alors que nous, on a une identité de quartier. Tu es de la Val-Barrel, de la Cadenelle pas trop. Mais tu es je sais pas moi, de Saint-Just. Tu as une identité quartier. Malheureusement, faire attention, il y a un truc qui se met en place que j'aime pas à Marseille, c'est de parler par arrondissement. Moi, je suis du 14, moi, je suis du 15. C'est monumental, le 15e arrondissement. T'es pas du 15, c'était d'un quartier. Il faut pas perdre ça. Il faut qu'on garde ce truc quartier. Et en même temps, il y a cette unité quand même, très marseillaise, qui rassure, que tu peux voir. Alors que je suis pas un fan du rap marseillais, vous le comprendrez. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on voit dans le rap marseillais ? Cette unité-là, elle est belle. Cette culture qui, à la fois, je fais le barbecue, je vais à la mer et en même temps, je suis un fou, qui se perpétue, c'est ce vocabulaire qui se partage, qui est pas mal, un peu trop vulgaire pour moi, parce que la vulgarité, c'est la facilité. C'est pas du tout que je suis choqué, moi je suis pas choqué par Nique ta mère sur la Canebière, Nique tes morts sur Vieux-Port, ça me choque pas du tout. Je trouve ça extrêmement léger en fait, je trouve ça extrêmement facile. Tu peux toujours faire un gros mot derrière le gros mot qui ira plus loin, c'est-à-dire tu vois, ça peut jamais s'arrêter. Je pense qu'il faut être un peu plus créatif. Voilà, maintenant il faut essayer de garder les gros mots pour le moment où ils auront vraiment du poids et pas les mettre à tout moment. Mais voilà, pour moi, de toute façon, il y a une identité locale qui perdure. Et ce qui est très fort que les Marseillais ont, c'est qu'on a plusieurs identités. Toi et moi, on a une identité marseillaise commune. On va regarder l'OM, on va connaître des lieux qui sont les mêmes, on va avoir un vocabulaire commun, on a un accent qui est proche, et en même temps, on a une identité individuelle qui est différente. Tu as des origines sociales, des origines tout court ethniques, et moi, j'en ai d'autres. Moi, je vais avoir un côté corse, où je vais avoir tous des rites qui sont liés au Corse. Toi, tu vas avoir des rites qui sont liés à ta famille. Je trouve ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux.
cette double, voire triple identité qu'on a tous. C'est quelque chose qui est rare et qu'à Marseille on a, et c'est en ça que je suis plutôt optimiste, moi. Merci beaucoup. Suite à ça, nous aimerions savoir quels sont vos projets à venir. Alors, des projets, il y en a toujours beaucoup, et après, il y a ceux qui vont au bout et ceux qui ne vont pas. Alors, j'ai déjà signé un autre livre, ça c'est un projet qui ira au bout, ça dépend que de moi. Et quand ça dépend de moi, ça veut dire que tu travailles. Moins de réel, moins de TikTok et plus de livres. Et là, je m'y suis pas mis pour dire vrai, mais je l'ai signé, je vais m'y mettre et je le sortirai à temps, comme j'ai toujours sorti mes livres à temps. Il est prévu pour fin 2026, sauf si avant je fais un film. Parce que j'ai signé un autre film, je suis en cours de négociation pour un film qui adapte mes livres, mes 3 livres, La Fabrique du monstre, La Chute du monstre et Cramé, qui adapte ça pour une série documentaire pour HBO. HBO, c'est ceux qui ont fait The Wire. Alors, on aurait fait cette interview il y a 15 jours, c'était fait, c'était sûr, c'était gagné. Entre-temps, évidemment, il y a eu des gens qui se sont fait virer de HBO, qui n'a aucun rapport avec moi, qui fait que mon projet, maintenant, il va falloir un petit peu se battre un peu plus pour qu'il se fasse, mais c'est pas mort. Donc, si ce projet se fait, mon livre sera repoussé. Si ce projet se fait pas, j'aurai le livre. Et sinon, je suis en train, en même temps, de travailler sur un film de fiction pour le cinéma, où je suis scénariste et réalisateur. Et ça se passe dans le milieu des marchands de sommeil, dans le 3e arrondissement. C'est une héroïne black avec une coupe afro qui est un bandit et qui petit à petit va basculer vers un peu plus de bonté. Tout d'abord, on remercie Philippe Pujol pour nous avoir consacré du temps, et je remercie aussi les intervieweurs qui ont pris de leur temps pour pouvoir participer à cette interview. Je remercie aussi l'équipe du pôle numérique de la Ligue 13 pour la mise à disposition du matériel, et je remercie aussi les animateurs Guillaume et Salma pour nous avoir choisis et nous avoir fait confiance pour pouvoir consacrer cette interview. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast et un nouvel invité. C'était Kaïl, Sherazade, Walid, Jilina, Daniel, Amina, Yahaya. Isra. Mohamed Amin.